Alors bonjour, la prochaine vidéo que je vous propose, c'est un peu sur l'histoire de la langue française au Québec, sur l'accent québécois. Alors, j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, d'où provient cet accent-là? Alors, ça va en surprendre peut-être plusieurs ou peut-être vous en doutez. Alors, il y a un lien avec ce qui se passe en France. Je vous ramène au 17e, au 18e siècle à Paris. Il y avait deux niveaux de langage. Il y en avait un qu'on appelait le bel usage et l'autre qu'on appelait le grand usage. Le bel usage, c'est peu ce qu'on pourrait dire qui a donné naissance éventuellement à notre parler ici au Québec, d'où il tient ses origines. Et le grand usage, c'est ce qui va prendre le pas par la suite. Des voyageurs en Nouvelle-France, au Québec d'alors, ont laissé des témoignages en 1691. Il y en a un qui affirme il n'y a pas d'accent au Canada. 1720, cet accent est aussi bon qu'à Paris. Les paysans canadiens parlaient très bien français en 1756. Alors, on voit que l'accent ne choque pas les gens, ne le remarque pas. Comment on peut donner des exemples de l'accent? Comme par exemple le son wa, dans on pourrait dire le bel usage, qui était l'usage qu'on pourrait dire plus relâché, moins soutenu, mais qu'on trouvait plus naturel. C'était la chose qu'on lui trouvait. Alors, par exemple, on pouvait dire à la place de poire, on pouvait dire poire. Fait que ça ressemble pas mal à du québécois. Alors, noyer, nayer, pour nettoyer, on pouvait dire nétayer. Ou sinon, le son U et E, Eugène, qui pouvait se prononcer Eugène dans le bel usage. Tandis que dans le grand usage, on aurait dit Eugène plutôt qu'Eugène. Eucharistique à la place d'eucharistique. Quelques exemples, il y en a d'autres, mais je ne ferai pas tout, mais je pense que vous allez comprendre la logique. Le R, il n'est pas prononcé dans certains mots, comme coffre, vinaigre, sucre, cat, note, vote, hot. S'il y en a qui ont fait des voyages en France, demander du sucre, c'est pas toujours facile. Le X qui devient devant le son Q se prononce S, comme par exemple dans excuse plutôt que excuse, plutôt que excursion, on va dire excursion. C'est des choses qu'on trouvait dans le bel usage. Ou encore, le R devient muet dans les non-verbaux, comme un coureux, un mangeux, un sauteux, un procureux, un branleux, un chanteux, un violonneux. La prononciation du E accent grave, qui était plutôt comme un E accent aigu, père, mère, frère, lumière, plutôt que lumière, frère, mère et père. Et un A qui est prononcé un peu grave, part devient port. Le corps est un corps. Alors, c'est des choses qu'on entend toujours parfois. Quand on est relâché, on est confortable chez nous, on parle d'une manière, on pourrait dire, naturelle. Le war, qui est oui, mouchoir, mouchoué, parloué, miroué. On a parlé tout à l'heure d'Eugène, qui devient Eugène. On retrouvait aussi heureux, bienheureux, malheureux. C'est des choses qu'on peut entendre parfois. Si vous entendez des personnes âgées parler parfois, ça dépend des régions. Des fois, ils prononcent comme ça. Le CH, le ch, devient un J. Alors, on n'achète pas, on achète. C'est un cheval et un cheveu qui devient un cheveu. Alors, un cheveu, c'est particulier. Il y a un voyageur à l'époque de la Nouvelle-France qui s'appelle Percalme, qui est un Suédois, qui était botaniste, naturaliste. Alors, lui, il va affirmer que tous ici, c'est la citation qu'on a retenue de lui, tiennent pour assurer que les gens du commun parlent ordinairement un français plus pur qu'en n'importe quelle province de France et qu'ils peuvent, même à coup sûr, rivaliser avec Paris. Ce sont les Français nés à Paris
eux-mêmes qui ont été obligés de le reconnaître. Alors, on ne parle pas de l'accent, on s'en scandalise pas. Vous allez voir plus tard, on va en parler. Un jour, la Nouvelle-France, le Québec d'alors va changer de nom. La Nouvelle-France n'existe plus. C'est la conquête britannique. Alors, les échanges entre la France et le Canada, l'ancienne Nouvelle-France, cessent jusqu'en 1815. Les visiteurs français qui vont venir au Canada par la suite, après 1815, ils vont trouver l'accent déplorable, alors que quelques années avant, ils n'en faisaient pas mention. C'est que la France a vécu quelque chose que le Canada n'a pas connu, c'est la Révolution française. Cette révolution-là va être la victoire de la bourgeoisie et dans laquelle on retrouve des gens instruits. Alors, ça va être une révolution aussi à plein de niveaux, dont linguistique, en éducation, on va voir tout à l'heure. Au 19e siècle, ici, on va aussi mentionner qu'il y a une uniformité de l'accent, on le déplorait, mais on déplorait aussi l'uniformité de l'accent dans toutes les classes sociales. Alors, une uniformité de l'accent. Il y avait une raison à ça, c'est que le clergé qui englobait, qui encadrait la société d'ici d'une manière assez omniprésente, ben, elle avait contact avec tout le monde. Alors, on lui doit au clergé un peu cette uniformité de l'accent. Ben, la prémisse, avant la Révolution française, les colons qui sont venus ici, ils partageaient tous, même s'ils venaient de différentes régions, un français, un parler commun plutôt, ce qui était le bel usage et non le grand usage. Les deux styles de discours, il y avait deux styles de discours comme on l'a vu, le grand usage et le bel usage. C'est au milieu des années 1600, au milieu du 17e siècle, qu'il va apparaître des gens lettrés qui ont commencé à opposer le grand usage au bel usage. C'est pas un refus total, mais on va dire que dans certaines circonstances, il faut utiliser le grand usage. Alors, c'est le langage, par exemple, des endroits, comme la prononciation de la cour est une prononciation forte, qui a plus d'emphase, qui remplit mieux la bouche et les oreilles des auditeurs. Tandis qu'on mentionne qu'il faut rester naturel. Le bel usage, lui, pour la cour, ben, c'est plutôt le bel usage, c'est pour le théâtre, c'est pour les choses dramatiques, mais aussi pour le barreau, le discours scientifique des gens qui utilisent un langage technique. Aussi comme pour le prêche, comme en chair. Le grand usage, c'est une conversation de gens instruits. C'est une prononciation articulée, énergique, tendue, précise et nette. Les locuteurs du grand usage, ils provenaient souvent d'une longue scolarité où ils avaient appris le latin. Et dans les cours de latin, dans leurs leçons, ils apprenaient à prononcer chaque lettre. Alors, vous voyez un peu d'où viennent un peu les origines. Au milieu du 18e, au milieu des années 1700, c'est le moment où arrivent les grands intellectuels, comme Diderot, les encyclopédistes et les philosophes. Et le grand usage, ou le style soutenu, il va devenir la mode de la haute société parisienne. Alors, on voit apparaître justement le grand usage commence à faire sa place. Le bel usage était la langue commune à tous qui font la traversée au Canada. Et le grand usage, lui, va s'imposer à Paris. Mais ici, c'est la rupture avec la France. On ne va pas connaître cette révolution cette révolution linguistique au moment de la Révolution française, car il n'y a plus de relation avec la France. Les gens qui visitent la Nouvelle-France, ben, sont fort étonnés de l'accent qu'on y retrouve. Mais à l'époque, pardon, ce que je voulais dire, c'est avant la Nouvelle-France, les visiteurs, avant, à l'époque de la Nouvelle-France, les gens ne se plaignent pas de l'accent, mais ils avaient remarqué un vocabulaire qui était particulier. Tandis que les visiteurs au 19e siècle vont remarquer l'uniformité de l'accent au sein de la population. C'est drôle on disait à peu près la même chose. On se plaint de l'accent qui était à la grandeur de la population au 19e, mais auparavant, on n'en parlait pas. On parlait du vocabulaire. Alors, donc, il y a une certaine continuité ici, à l'époque.
La population canadienne sous le régime français n'a pas d'élite intellectuelle, il n'y a pas d'académiciens. Alors, le débat qu'il y a eu en France entre le bel et le grand usage, il n'y a pas eu lieu ici. D'ailleurs, de toute façon, au moment de la conquête, ici, ben, il y a beaucoup de l'élite du pays vont quitter pour retourner en France. On parlait de vocabulaire, de choses qu'on entendait ici par les visiteurs français. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de termes qui venaient, par exemple, de termes maritimes. D'autres comme tanner pour dire qu'on est à bout de quelque chose, s'abrier pour se mettre à couvrir, être à l'aise, bûcher, caler, corder, garrocher, mouiller, raser. Alors, c'est des termes qu'on utilise ici qui vont surprendre les voyageurs français. Il y a eu quelques exceptions. Lors de la Révolution, on va demander à des prêtres de porter allégeance à la République. Alors, il y en a qui vont refuser, ce qu'on va appeler des prêtres réfractaires. Il y en a qui vont faire à peu près une cinquantaine qui vont venir ici suite à la Révolution française. Ils proviennent de l'Ancien Régime, alors ils vont avoir une influence sur l'éducation et sur la population grâce aux prêches qu'ils vont faire à l'Église. Puis ils vont permettre à des générations de prêtres, de notaires, d'avocats, de commerçants de poursuivre cette tradition de manière de parler. Donc, c'est quelque chose qui va se transmettre, aussi par les séminaires par la suite et les collèges. Au 19e siècle, les Français de passage, ils remarquent le français qui est au Canada, au Bas-Canada, qui est un français rempli d'anglicisme, qui est qu'on utilise des vieilles expressions, des mots vieillots, archaïques d'un autre siècle, d'une province française fermée. Souvent, on va faire référence à la Normandie. Souvent, c'est des endroits qui n'ont pas nécessairement été ouverts aux idées de la Révolution. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on disait que c'était des provinces fermées. Et quand on dit que les voyageurs avaient noté, comme Tocqueville, que les gens avaient un accent normand, c'était pas nécessairement un compliment. Un accent de paysan, et donc c'était pas nécessairement pour lancer des fleurs. Des provinces comme la Normandie, comme je vous disais, n'étaient pas ouvertes à la mode de Paris. Alors, c'était pas uniforme à la France. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Révolution française? On nous déplore d'entendre des choses comme traverser, puis servant, des termes comme ça. La prononciation soutenue n'était pas considérée à la cour car le mode articulatoire n'est pas naturel, n'est pas spontané. C'est qu'est-ce qu'on lui reprochait. La langue soutenue va l'emporter sur la langue familière lors de la Révolution. C'est le triomphe de la bourgeoisie dont fait partie une classe instruite. Le style soutenu s'établit au 17e, il va se développer au 18e, puis il triomphe vraiment au début du 19e. La Révolution française est arrivée à la fin du 18e et au 19e, ben vraiment, le langage soutenu, le grand usage a triomphé à toute la France. Les meneurs de la bourgeoisie, comme je dis, c'est des gens lettrés. Au milieu du 18e, les gens lettrés occupaient une place importante dans la société, dont à Paris. On parle des philosophes, des encyclopédistes, comme d'Alembert, Rousseau, Montesquieu, Diderot. La rupture qu'il y a eu ici, ben, le Canada, donc, ne pourra pas participer au changement qu'il y a eu en France en raison de la conquête de 1760. Ce retard sur l'accent de Paris ne se retrouve pas seulement au Canada, mais aussi dans des provinces françaises, comme en Normandie. Au Canada, au milieu du 19e, le discours soutenu, il va être transmis par les collèges, par les maisons d'enseignement. On va voir que c'est ce qui va mener à ça, mais quand on enseigne le langage, le discours soutenu, on a l'impression d'enseigner à la population comme une langue seconde, chose qui n'est pas nécessairement maternelle, naturelle. On va utiliser les arts dramatiques pour aider les jeunes qui étaient au collège, au séminaire, pour s'exprimer correctement dans un discours soutenu. Ce nouveau discours sera emprunté selon les circonstances. On va naviguer entre les deux discours.
Il va y avoir le bel usage et le grand usage, ou sinon on pourrait dire un discours relâché ou un discours soutenu. Ça va prendre le temps de la Révolution tranquille pour pouvoir dire le discours soutenu soit vraiment l'ait emporté, soit bien répandu au sein de la population. Bref, ce qui s'est passé lors de la Révolution française va se passer un peu ici lors de la Révolution tranquille. Donc, il y a un décalage dans le temps pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau linguistique ici et ici, ici au Canada et là-bas en France. Le discours soutenu s'impose à l'époque de la Révolution française et ici au Québec avec la Révolution tranquille. La Révolution française, c'est un phénomène historique intéressant. Souvent en histoire, on va utiliser l'accélération de l'histoire comme concept, comme des choses qui se passent, puis soudainement, tout s'emballe et ça se passe rapidement. Il y a peut-être des gens qui vont se rappeler peut-être la chute du mur de Berlin. Quand c'est arrivé en quelques semaines. Personne ne s'en doutait. C'est un mur, c'est un empire qui était là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on pensait que c'était immuable. Alors, les choses se passent rapidement. Et lors de la Révolution française, on assiste au même phénomène. L'éducation, une des conséquences, c'est l'éducation qui va devenir publique, qui va devenir accessible et qui va normaliser au sein de la population certaines connaissances, dont linguistique. Ce changement-là, on ne va pas l'observer au Canada parce que on n'aura pas les écoles de la République comme on voit là-bas. Hein. Alors, tout le monde a accès à une éducation. Chez nous, ça va venir plus tard. Ça va être un des effets aussi qu'on va connaître ici de l'instruction publique accessible à tous. En 1760, c'est aussi la perte de contrôle du destin des gens qui habitaient l'ancienne Nouvelle-France. Il va falloir attendre la Révolution tranquille pour un peu une reprise en main de ce destin-là, de moderniser l'État, donc de faire appel à des gens scientifiques, des gens qui ont une rigueur et une éducation. Alors, ce qui va permettre une affirmation puis un épanouissement linguistique. C'est seulement qu'en 1741 que tout ça avait commencé comme changement. On avait repris le contact avec la France. Alors, beaucoup d'élites québécoises qui vont passer en France, ils vont observer ce qui s'est passé là-bas et ils vont décider que l'usage qui est en cours en France, il faudrait que ça soit ici. C'est plus rigoureux comme langage. On parle de gens qui étaient des religieux, des pédagogues, des phonéticiens, qui vont entrer en contact avec la haute société parisienne, puis ils vont voir la nécessité de progresser, de faire progresser la prononciation soignée dans le discours public, puis dans le discours privé éventuellement. Il y a plusieurs gens, il y a des gens à la fin du 19e et début 20e siècle, comme Adjutant Rivard, qui vont se distinguer. Lui, on retient une citation qui est fort vraie, qui est vraiment, qui mange bien la situation. Les fautes canadiennes ont pour la plupart des origines françaises. Un siècle et demi plus tôt, elles n'étaient pas des fautes. Donc, à l'époque du régime français, on parlait pas de l'accent qui était d'une vieille province ou d'un autre siècle. On avait remarqué surtout le vocabulaire, mais c'est surtout après le 19e qu'on va commencer à reprocher l'accent qu'il y avait ici. Donc, c'était pas une faute de français, c'était pas des erreurs de français qui existaient ici. C'est plutôt un français d'une autre époque qui existait. Donc, entre 1840 et 1960, la prononciation de certaines voyelles et consonnes demeure différente. De la prononciation de Paris. Je m'en allais dire prononciation. Prononciation de Paris. Alors, c'est vraiment la Révolution tranquille qui va mener, je pourrais dire, le triomphe d'un discours soutenu, quoiqu'on a encore un discours du bel usage dans notre sphère privée, mais de plus en plus, avec la Révolution tranquille, l'arrivée de l'instruction qui va permettre de répandre cette coutume-là, mais aussi le fait aussi que la radio, éventuellement, c'est Covel qui arrive dans les années 20, éventuellement aussi la télévision avec Radio-Canada qui va nous permettre d'entendre un langage soutenu qui va te permettre de l'assimiler. Puis d'ailleurs, à Radio-Canada,
je pense que dans les années 60, la Société d'État avait produit un livre pour les gens qui travaillaient à l'interne sur le bon français parlé. Peut-être il y en a qui se rappellent le français radio-canadien. Mais dans les dernières années, on remarque de plus en plus qu'à Radio-Canada, c'est plus vraiment le cas. On a un français un peu plus affirmé, québécois, mais qui est quand même soutenu. Alors voilà, c'est quelque chose que je me suis proposé de vous offrir, l'évolution du français, comment il est venu le français ici au Québec, comment il a évolué, hein, d'où vient l'accent. J'ai consulté quelques lectures qui m'ont été très utiles, qui sont fort intéressantes. Il y a un dénommé Jean-Denis Gendron qui a produit deux livres, un sur le français à l'époque de la Nouvelle-France et un sur au moment de la reprise des contacts avec la France, après les années 1840. Et vous avez également Chantal Bouchard qui a produit deux ouvrages fort intéressants également, La langue et le nombril et La méchante langue. Alors, c'est des œuvres très intéressantes. Alors, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, si ça vous intéresse davantage, ben, je vous invite à visiter mon site web. Je vais faire des conférences durant l'hiver, durant l'été, surtout durant l'hiver. Là. Et vous allez voir mon calendrier d'activité à cet endroit-là. Et ça paraît pas, mais là, on est au mois de février, mais le printemps arrive et je vais bientôt commencer des visites guidées à pied. Alors, vous allez pouvoir connaître également mon calendrier de visites guidées. Bref, de me suivre un peu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, au plaisir. Au revoir.